Ça fait quoi de mourir? Non mais, vraiment, qu'est-ce qui se passe quand tout s'arrête? Parce que le truc, c'est que ton corps, il ne va pas juste s'éteindre, il va continuer à faire des trucs que t'imagines même pas. Ton cerveau va avoir un dernier sursaut d'activité et tes muscles vont se contracter, puis se relâcher et tu vas te vider. Ouais, littéralement. Tes propres bactéries vont commencer à te dévorer de l'intérieur. Ton corps va gonfler, changer de couleur et même émettre des sons alors que t'es plus là. Mais le plus fascinant, c'est pas seulement ce qui arrive à ton corps, mais plutôt ce qui arrive à toi. Est-ce que t'es encore là? Les gens qui ont frôlé la mort racontent tous la même chose, la lumière blanche, le tunnel, la paix, et ça peu importe la religion, la culture ou même l'âge, c'est toujours la même chose. Alors on va voir ce qui va arriver à ton corps minute par minute, heure par heure, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, ce que la science sait ou ne sait pas sur ce qu'on ressent au moment de mourir. Les trucs les plus surprenants, les plus beaux et les plus flippants que l'humanité a inventés pour gérer la mort. Ok, ton cœur vient de s'arrêter, c'est fini. Enfin, non, c'est pas vraiment fini. Et ça, c'est le premier truc qui va te surprendre. On imagine tous la mort comme un interrupteur, un peu en mode on-off, vivant, mort, mais en vrai, c'est pas du tout comme ça que ça marche. La mort, c'est tout un processus qui dure beaucoup plus longtemps que ce que tu crois. Déjà, ton cœur s'est arrêté, ok, mais ton cerveau, lui, il est encore là, il continue de tourner. Des études récentes montrent que le cerveau reste actif 5 à 10 minutes après la mort. 10 minutes où il se passe un tas de choses à l'intérieur. D'ailleurs, il se passe un truc très bizarre avant que le cerveau lâche. Déjà, ton cerveau, juste avant de mourir, il produit un énorme pic d'activité électrique, genre comme si tout d'un coup tout s'allumait. Des chercheurs ont observé ça sur des patients en arrêt cardiaque et ça pourrait être potentiellement l'explication biologique de la fameuse phrase « la vie qui défile devant les yeux ». En gros, ton cerveau qui balance tout ce qui lui reste avant de s'éteindre. Mais le truc troublant, c'est que ce pic, c'est pas la seule chose que ton cerveau fait avant de mourir. Parce qu'il y a un phénomène hyper étrange qui s'appelle la lucidité terminale. En gros, des patients d'Alzheimer sévères qui ne reconnaissent plus leur famille depuis des années, qui ne parlent plus et qui sont complètement perdus dans leur propre tête, redeviennent soudain lucides quelques heures avant leur décès. D'un coup, ils reconnaissent tout le monde, ils parlent normalement et ont le temps de dire au revoir à leurs proches avant de mourir. Le cerveau est ravagé par la maladie, les neurones sont détruits et pourtant, quelques heures avant la mort, tout refonctionne normalement. C'est comme si le cerveau y rassemblait toute l'énergie qui lui reste pour donner un dernier moment de conscience. Et en vrai, personne ne comprend comment c'est possible. Les neurones sont morts, le tissu cérébral est détruit et normalement, il est pas censé pouvoir faire ça. Mais il le fait. Et tu sais ce qui est encore plus dingue? C'est qu'après ce dernier sursaut de vie, il y a un dernier événement dans ton cerveau. Mais là, bon, c'est l'inverse, c'est l'extinction. Et d'ailleurs, les scientifiques, ils l'appellent le tsunami de la mort. En gros, c'est une vague qui se propage dans ton cerveau et qui éteint tous tes neurones les uns après les autres. Sauf que, pendant quelques minutes, cette vague, elle peut être réversible. Donc ça voudrait dire que parfois, on déclare les gens morts un petit peu trop tôt. Mais bon, ça reste encore un débat dans le milieu médical aujourd'hui. Pendant que ton cerveau décharge tout ce qui lui reste avant de s'éteindre, ton corps, lui, il relâche pas de suite non plus. Ton foie continue de fonctionner 30 minutes après et tes reins pareil. Mais il y a un truc grave flippant. Ça s'appelle le signe Lazare. En gros, t'es mort, t'es déclaré mort officiellement par un médecin, et là, d'un coup, ton bras se lève et se pose sur ta poitrine, par exemple. Et les infirmiers et les médecins, ils connaissent très bien ce phénomène, c'est totalement naturel, c'est un réflexe lié à la moelle épinière. Mais bon, imagine la scène quand même, T'es dans un hôpital, le patient vient de mourir, tout le monde est silencieux, et d'un coup, le cadavre, il lève le bras. Et je te garantis que même en sachant que c'est normal, ça doit faire grave flipper quand même. Et d'ailleurs, en parlant de mort qui bouge, il y a même un phénomène encore plus fou. C'est quand une personne déclarée cliniquement morte revient à la vie. Ouais, ça arrive, il y a eu 72 cas recensés jusqu'en 2022. 72 personnes dans toute l'humanité qui se sont réveillées après avoir été déclarées mortes. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver. Par exemple, en Espagne, il y a un détenu qui a été déclaré mort par 3 médecins différents et il s'est réveillé juste avant qu'on l'ouvre pour l'autopsie. Il avait passé des heures en chambre froide, du coup il a chopé une pneumonie, mais au moins il était vivant. Mais j'imagine pas la tête du médecin légiste qui a vu ça, il a dû halluciner le gars. Bon, tout ça c'est les premières minutes et franchement c'est déjà le bordel. Mais ce qui arrive les heures d'après, là c'est un autre level encore. Ok, cette fois tout est fini, plus de cerveau, plus d'organes, plus rien, t'es mort pour de bon. Mais ton corps, lui, il a encore une longue journée devant lui. Et désolé d'avance, ça va pas être très fun. Donc si t'es un peu sensible, je te préviens, ça risque d'être un petit peu dégueu. Déjà, la première chose qui se passe, c'est que ton sang, il circule plus dans ton corps. En vrai, c'est logique parce que ton cœur, il pompe plus rien. Et du coup, ton sang, il est soumis à la gravité, du coup, il va descendre et s'accumuler dans les endroits les plus basses de ton corps. Donc par exemple, si t'es sur le dos, ça sera dans le dos, les fesses et la nuque. Et ça va former des taches violettes,
pourpre, bleuâtre, et ça s'appelle la lividité cadavérique. Et ça apparaît au bout de quelques heures, hein. D'ailleurs, ça permet aussi au médecin légiste de déterminer à peu près l'heure à laquelle tu es mort et si ton corps a été déplacé ou non. Ensuite, ton corps il commence à se refroidir. Tu perds 1 degré par heure jusqu'à atteindre la température de la pièce dans laquelle tu te trouves. Et c'est pour ça qu'on parle de froideur cadavérique, c'est parce que littéralement, si on touche ton corps quand tu es mort, tu es vraiment froid. Et puis après, il y a un truc qui arrive que tout le monde connaît de nom sans vraiment savoir ce que c'est la rigidité cadavérique. C'est le calcium qui s'accumule dans tes cellules musculaires et qui contracte tous tes muscles. Oui, hein, tous tes muscles, ton visage, ta mâchoire, ta nuque, et ça descend jusqu'aux doigts de pied. Donc en gros, au bout de 6 à 12 heures, tu es complètement rigide. Presque aussi dur que du bois en vrai. Mais bon, au bout de 24 à 48 heures, là c'est carrément l'inverse. Bon, là c'est le moment un peu dégueu. Parce que quand tes muscles se relâchent, tous tes muscles se relâchent. Oui, même tes sphincters. Donc ça veut dire que tout ce qui était dans ta vessie et tes intestins, tout sort de ton corps. Ouais, mourir c'est pas sexy. Et c'est pas fini, parce que l'air qui est emprisonné dans tes poumons, quand tes muscles se relâchent, il sort aussi. Et en sortant, il peut passer par les cordes vocales et produire un son, un gémissement ou un grognement par exemple. On a même parfois l'impression qu'ils essayent de parler. En vrai, c'est juste de l'air qui sort, hein, mais imagine, t'es à la morgue à 3h du matin et t'entends ça. D'ailleurs, c'est probablement une des raisons pour lesquelles les légendes sur les morts vivants existent. T'imagines, au Moyen-Âge, il y a un médecin qui a vu un cadavre lever son bras et qui l'a entendu grogner sans vraiment comprendre pourquoi. Direct, il a pensé que le mort était revenu à la vie. Ensuite, il a raconté ça à tout le village et c'est comme ça qu'une légende dure depuis 500 ans. Mais ce qu'on vient de voir là, la rigidité, la lividité, les bruits, c'est encore la partie soft de tout ça. Parce que maintenant, les choses vont devenir un peu plus morbides. C'est le cas de le dire d'ailleurs. 48 heures après la mort, c'est le moment où tu te décomposes vraiment. Et le truc, c'est que tu te décomposes pas tout seul, tu te fais dévorer par tes propres bactéries. Oui, ton système immunitaire qui protégeait ton corps de ton vivant, il est plus là. Et les milliards de bactéries qu'il y avait dans tes intestins, qui étaient tes alliés à la base, ils ont plus rien. Alors qu'est-ce qu'elles font ? Elles bouffent tout ce qu'il y a autour d'elles, c'est-à-dire toi. Elles commencent par les intestins, le côlon, et en 48 heures, elles se sont répandues dans tous tes organes. En gros, tu t'auto-digères de l'intérieur, ça s'appelle l'autolyse. Et c'est d'ailleurs comme ça que les enquêteurs ils peuvent déterminer l'heure exacte de ton décès en fonction de quelles bactéries se trouvent dans ton corps. Et le premier signe visible d'ailleurs, c'est une tache verte juste en dessous de l'abdomen. En gros, c'est produit par les bactéries qui prolifèrent dans ton intestin, et cette tache verte, c'est le début officiel de la putréfaction. Et à partir de là, tout s'accélère. Les bactéries, elles produisent beaucoup de gaz. Du coup, tout ton corps, il gonfle. Tes yeux, ta langue, tes joues, tout ton corps en fait. Et la pression, elle est tellement forte que même ta langue, elle finit par sortir de ta bouche. Et tous ces gaz, ils finissent par sortir par tous les orifices possibles. Ouais, tous les orifices. Et l'odeur, bon, j'imagine que ça sent pas la rose, mais apparemment l'odeur d'un corps en décomposition, tu peux même pas l'imaginer tant que tu ne l'as pas senti, tellement c'est horrible. Et d'ailleurs, la plupart des témoignages de gens qui ont déjà senti cette odeur disent que c'est la pire odeur qu'ils ont sentie de leur vie. La dernière fois, j'ai carrément lu le témoignage d'un infirmier qui disait que ça sentait les œufs pourris mélangés à des excréments, le tout laissé dans des toilettes ouvertes pendant 1 mois, multiplié par 1000. Mais c'est une odeur que les humains ne détectent pas de suite. Et tu sais qui les détecte avant nous ? Les mouches. Oui, en fait, la réaction chimique de la décomposition libère des molécules dans l'air imperceptibles pour nous, mais pas pour les insectes. Et là, ça devient un vrai festin, littéralement. Attention, c'est dégueulasse, les mouches arrivent en première, pondent des œufs dans tous vos orifices, donc les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, peu importe, et les asticots s'infiltrent dans votre corps pour vous manger. Ouais, ça me donne des frissons rien que de vous en parler, c'est dégueulasse. Et tout ce qui n'est pas mangé par les asticots, ça ressort en un liquide rougeâtre noir. Et au bout de combien de temps il reste plus rien ? Ça dépend. Par exemple, à l'air libre en pleine chaleur, ton corps peut être réduit en squelette en 2 à 3 semaines. Ouais, je sais, c'est hyper rapide parce que les insectes et les bactéries travaillent hyper vite. Mais par exemple, à l'air libre dans un climat modéré, ça peut prendre quelques mois. Et dans un cercueil enterré, c'est beaucoup plus lent, entre 3 mois et 1 an pour que ton corps devienne un squelette, et environ 50 ans pour que ton squelette devienne poussière. Mais il y a encore une question que tout le monde se pose depuis le début de cette vidéo, c'est est-ce que toi, ton âme, elle est encore là ? Mais avant de répondre à cette question, laisse-moi te parler de quelque chose de beaucoup
moins flippant que les insectes qui te dévorent de l'intérieur. Laissez-moi vous parler de CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Quand vous allez sur internet, votre fournisseur d'accès, le wifi de votre école, de votre travail ou même un réseau public dans un café ou un hôtel peuvent potentiellement voir tout ce que vous faites en ligne. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le mode navigation privé ne vous protège pas vraiment. Et c'est là que CyberGhost VPN rentre en jeu. En un clic, votre connexion est chiffrée et votre adresse IP est masquée, ce qui rend votre navigation beaucoup plus privée. CyberGhost propose plus de 100 localisations dans le monde et il suffit de 2 clics pour changer de pays virtuellement. Perso, l'une des fonctions que j'utilise le plus, c'est pour le streaming. Certains films, séries ou documentaires sont disponibles aux États-Unis ou au Japon, mais pas en France. Avec CyberGhost, vous pouvez débloquer du contenu sur plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Et il y a aussi une autre astuce très pratique. En changeant votre localisation pour certains pays comme l'Inde ou la Turquie, vous pouvez parfois obtenir YouTube Premium pour environ 2€ par mois sans publicité. Et franchement, ça vaut le coup. CyberGhost compte déjà plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde et bénéficie de milliers d'avis excellents sur Trustpilot. Et le service, il fonctionne avec tous vos appareils, Mac, Windows, Android, iPhone, Smart TV, et vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps avec un seul abonnement. Et avec le lien en description et le commentaire épinglé, vous bénéficiez de la meilleure offre. 83% de réduction, 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Vous pouvez tester sans aucun risque. Et merci à CyberGhost VPN de soutenir cette vidéo. Bon, on en était où? Ah oui. Est-ce que quand tu es mort, ton âme est toujours là? Là, on rentre dans un truc qui va peut-être te mettre mal à l'aise, ou te rassurer, ou même les deux, j'en sais rien. Les expériences de mort imminente, les EMI. Tu en as déjà peut-être entendu parler, mais c'est quand quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque est déclaré cliniquement mort et qui est ensuite ramené à la vie. Et quand cette personne se réveille, elle peut raconter ce qu'elle a vu. Là, moi, je me vois sortir de mon corps. Et je vois la scène de haut. Et là, je réalise. Et je me dis, ah tiens. Je suis passé dans le tunnel, j'ai senti une main m'agripper et me tirer. Je suis propulsée dans un espace-temps que je ne connais pas et je revisite en film toute ma vie. Ce que j'ai dit à ma femme, mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs. On peut penser que ces témoignages, c'est que dans les films, mais en vrai, pas du tout, c'est très documenté même. Des études sérieuses publiées dans des revues scientifiques ont montré que 10 à 20% des personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque rapportent ce type d'expérience. Et c'est pas anecdotique, c'est des milliers de personnes dans le monde. Et le cas le plus célèbre, c'est celui de Pamela Reynolds. Elle avait un anévrisme au cerveau, et pendant l'opération, son cerveau n'avait plus aucune activité, donc cliniquement, elle était morte. Sauf que quand elle s'est réveillée, elle a décrit les instruments chirurgicaux utilisés pendant l'opération, elle a décrit les conversations des médecins, et même les gestes techniques précis, alors que son cerveau, il était éteint. Tout d'un coup, je suis sortie par le haut de ma tête. Je voyais ce corps en bas et je savais que c'était mon corps. Je regardais autour de moi. Lorsque vous avez vu la scie, le docteur Spetzler s'en servait déjà? Non, le bruit venait juste de commencer. Et vous l'avez vu l'utiliser sur votre crâne? Oui. Et là tu dis, c'est peut-être juste le cerveau qui fait des trucs bizarres. Et c'est exactement ce que les scientifiques se sont dit. Du coup, ils ont fait une expérience, l'expérience Aware. En gros, dans plusieurs hôpitaux, ils ont placé des messages et des objets sur des étagères en hauteur dans les salles de réanimation. Et tu peux les voir uniquement si tu flottes au-dessus de ton corps. Et l'idée, c'est que si les gens qui font une EMI peuvent flotter au-dessus de leur corps, ils pourraient décrire exactement les messages et les mots qui ont été laissés. Mais résultat, personne ne les a jamais vus. Ça veut dire que les EMI, c'est probablement pas une vraie sortie du corps, mais plutôt une expérience que crée le cerveau. Sauf qu'il y a un problème avec cette explication. Des chercheurs ont étudié des personnes aveugles de naissance qui ont vécu des EMI, des gens qui n'ont jamais vu quoi que ce soit de toute leur vie, ni un visage, ni une couleur, ni une forme, rien du tout. Et ces personnes, elles rapportent avoir vu des choses pendant leur EMI, pour la toute première fois de leur vie. Elles décrivent des scènes visuelles, des lumières, des formes, et ça, la science, elle est incapable de l'expliquer. Parce que si les EMI, c'était des hallucinations du cerveau, comment on explique qu'une personne qui n'a jamais traité la moindre information visuelle arrive à créer une image? Et c'est ça le mystère. Parce que d'un côté, l'étude Aware montre que c'est probablement pas une vraie sortie du corps, et de l'autre côté, les aveugles de naissance montrent que c'est pas une simple hallucination du cerveau non plus. Et entre les deux, personne ne sait ce que c'est vraiment. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a une théorie qui fascine beaucoup de monde. Certains scientifiques pensent que juste avant de mourir, ton cerveau fabrique sa propre drogue. Ce serait une molécule tellement puissante qu'elle pourrait créer cette sensation
de paix, des visions de tunnels ou même l'impression de sortir de son corps. En gros, exactement ce que décrit une personne qui vit une EMI. Mais bon, ça c'est pas encore prouvé, c'est juste une théorie. L'idée que ton corps fabrique lui-même sa propre drogue pour adoucir ta mort, je trouve ça quand même plutôt fascinant. Et le truc avec les EIM, c'est que c'est les mêmes partout, dans toutes les cultures, toutes les religions et même à tous les âges, que ce soit un bouddhiste au Tibet, un chrétien aux États-Unis, une athée en Suède ou même un enfant de 4 ans. Ils décrivent tous la même chose, le tunnel, la lumière, la paix et la vie qui défile devant les yeux. Mais du coup, comment c'est possible ? Parce que si c'était juste culturel ou parce qu'on l'a déjà entendu quelque part et du coup ça nous arrive, un enfant de 4 ans ne pourrait pas avoir la même expérience qu'un mec de 70 ans à l'autre bout du monde par exemple. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre parce que ça peut pas être juste une coïncidence. Et c'est pour ça que le débat il continue encore aujourd'hui et je pense qu'il va continuer pendant très longtemps. Par contre, il y a une chose qu'on sait vraiment, c'est que toutes les personnes qui vivent une EMI en ressortent totalement transformées. Presque tous y perdent la peur de la mort, beaucoup changent de vie, de relations, de boulot, peu importe, en fait ils changent complètement leur existence. Mais l'humain a toujours cherché à comprendre ce qui se passe quand on meurt. Parce qu'en vrai, on a besoin de croire qu'il y a quelque chose après. Et ça, tout le monde a une vision très différente. Regarde, je te laisse observer ces stats. 31% des Français croient au paradis, 25% croient à l'enfer, 31% des Français sont convaincus qu'il y a une vie après la mort, 32% croient en la réincarnation et 24% croient en la résurrection des corps. Et il y a aussi 39% des gens qui estiment au contraire que l'être humain disparaît totalement après le décès. Et il y a aussi les bouddhistes qui croient au cycle de réincarnation. Nietzsche pense même que tu vis la même vie encore et encore pour l'éternité. Et personne sur Terre ne peut dire quelle vision est la bonne. Peut-être qu'il y a quelque chose après, peut-être qu'il y a rien, en vrai on sait pas. Mais pendant que les philosophes débattent et que les scientifiques cherchent, eux les vivants, ils doivent faire quelque chose du corps. Ouais, une fois que la personne est décédée, qu'est-ce qu'on fait du corps ? Et là, ce que l'humanité a inventé au fil des siècles pour répondre à cette question, je crois que c'est la chose la plus surprenante de cette vidéo. Parce que ça montre bien la réalité. On n'a jamais accepté que nos proches disparaissent. Oui, on pense tous aux momies égyptiennes par exemple. Et d'ailleurs, la plus vieille momie du monde, elle vient pas d'Égypte, Elle vient du Chili, un peuple de pêcheurs momifiait leurs morts 2000 ans avant les Égyptiens. Bon, leur méthode était, radicale, Ils retiraient toute la peau, tous les muscles, tout, et ensuite ils reconstruisaient le corps à partir du squelette avec de l'argile et ils le repeignaient, comme s'ils refaisaient la personne à neuf. J'avoue que c'est un peu glauque, mais ça permettait de garder le corps, enfin, ce qu'il en restait, le plus longtemps possible. Et puis il y a les cultures qui font totalement l'inverse. Au lieu de le conserver, ils le donnent. Au Tibet, par exemple, ton corps est découpé, tes os sont réduits en poudre et mélangés à de la farine, et tout est offert aux vautours. Et c'est pas du mépris, Au contraire, les vautours, ils sont considérés comme des passeurs d'âme. Tu donnes ton corps pour nourrir un être vivant, et en échange, ton âme est libérée. Et au 19e siècle, nous, en Europe, on a inventé un truc un peu terrifiant, mais en même temps fascinant, c'est la photographie post-mortem. Parce qu'à l'époque, la photographie, ça venait d'être inventé, donc c'était très cher et surtout hyper rare. Donc beaucoup de familles n'avaient pas de photos de leurs proches. Alors quand quelqu'un mourait, surtout les enfants d'ailleurs, on les habillait, on les mettait en scène et on les prenait en photo pour garder un souvenir. Parfois ils étaient assis avec les yeux ouverts, maintenus par des supports cachés. C'est un peu macabre, mais en vrai c'est un vrai acte d'amour totalement désespéré. C'est des parents qui refusent que l'image de leur enfant disparaisse. Tu vois, partout, à toutes les époques, c'est la même chose. On refuse de voir partir un proche. Sauf qu'en 2026, on a un problème. On n'a plus de place pour les morts. Alors, ça paraît bête, dit comme ça, mais c'est un vrai problème. Et les cimetières, ils sont saturés dans les grandes villes du monde entier, Paris, Tokyo, Hong Kong, et en plus, la population, elle ne cesse d'augmenter, donc ça va pas s'améliorer. Et en plus d'un problème de place, il y a carrément un problème écologique. Parce que la crémation, que de plus en plus de gens choisissent, ça génère autant de CO2 qu'une voiture qui parcourt 1100 km. Les cercueils, eux, contaminent les sols et les nappes phréatiques avec le formol et le vernis. En gros, même mort, tu pollues. Et du coup, les gens, ils se sont dit, ok, on va faire disparaître les corps plus vite, plus proprement, sans bousiller notre planète. Et je te jure que pour ça, ils ont inventé des trucs de fou. Déjà, il y a l'aquamation. On plonge ton corps dans une eau à 96 degrés et au bout de quelques heures, tous tes tissus se dissolvent. Il ne reste que tes os qu'on détruit en poudre ensuite. Propre, rapide, efficace et beaucoup moins polluant. Mais il y a encore plus radical, l'humusation. On te place dans un linceul biodégradable sous une butte de terre et au bout d'un an, tu t'es transformé en terreau. Littéralement. Oui, c'est bien le truc que les jardiniers utilisent pour faire pousser des tomates, du terreau. Et en Asie, tu savais qu'on pouvait transformer tes cendres en diamants ? On extrait le carbone de tout ton corps et on le soumet à des températures et des pressions extrêmes. En gros, tu peux faire ta grand-mère en bague et ton grand-père en collier. Et le plus fou, c'est que aucune de ces alternatives n'est autorisée en France. En France, t'as deux choix, soit enterré, soit brûlé. C'est tout.
alors que dans d'autres pays, tu peux devenir un jardin ou du diamant quand même. Mais bon, il y a une phrase qu'on entend souvent. Rappelle-toi que tu es poussière, car un jour tu redeviendras poussière. Et quand tu regardes tout ce qu'on vient de voir, c'est littéralement vrai. Ton corps se décompose, tes bactéries te dévorent, tes os se fragilisent, et au bout de quelques décennies, il ne reste rien. Tes atomes retournent dans l'air, dans la terre et dans l'eau. Et le truc qui me fascine, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais accepté ça. Chaque civilisation, chaque culture, chaque religion a inventé quelque chose pour dire non, ce n'est pas fini. Que ce soit le paradis, la réincarnation ou même les momies, tout ça, c'est l'humanité qui dit il y a quelque chose après. Et peut-être qu'il y a quelque chose, ou peut-être pas. On sait pas, en vrai personne ne sait, mais il y a un truc qu'on sait, et ça c'est une certitude, c'est que c'est peut-être pas ton corps qui restera, peut-être pas ton âme, mais les souvenirs que les gens ont de toi. C'est les moments, les rires, les conversations ou les trucs que t'as fait pour les autres, tout ça, ça reste. Et la mort, c'est la seule certitude qu'on a. Donc je trouve que c'est une bonne raison pour profiter de sa vie à fond. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et dis-moi ta théorie sur ce qu'il y a après la mort en commentaire. Et sinon on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver CyberGhost VPN en description ou dans le commentaire épinglé. Vous avez 4 mois offerts, 83% de réduction et 45 jours pour tester sans risque.